Bonjour Bernard Monod, nous nous retrouvons aujourd'hui au Parlement européen et premier sujet à notre ordre du jour, à notre table et à notre plateau pour commenter l'actualité économique, l'éternel feuilleton grec. Alors la Grèce, saison 15, épisode 75, combien de rebondissements dans les dernières 24 heures? Écoute, je ne compte plus effectivement, ça durera tant que la Grèce sera dans la zone euro. Voilà. Alors concrètement, il se passe quoi? Concrètement, la Grèce d'abord n'aurait jamais dû rentrer dans la zone euro comme je viens de vous le dire. La situation est totalement ingérable d'un point de vue financier. Et ça se passe en deux parties. Une partie communication avec du non-événement. En fait, c'est totalement orchestré. Et la deuxième chose, c'est que la Grèce est réellement en dépression et ne sera jamais en mesure de rembourser ses créanciers. Vous considérez qu'on a affaire à une mise en scène? Totalement. C'est un théâtre grec qui a été orchestré, organisé par les créanciers que sont la Commission européenne, la BCE et le FMI. Un psychodrame pour soumettre en quelque sorte le gouvernement de M. Tsipras et indirectement le peuple à accepter cette austérité sans fin. Sur le fond, très concrètement, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ils doivent rembourser 1,6 milliard d'ici la fin du mois de juin et à peu près 5 ou 6 milliards. Dans 5 jours. C'est ça, donc d'où l'urgence. Et d'ici la fin du mois de juillet, environ 5 à 6 milliards. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas cet argent-là. Donc les créanciers se proposent de prêter une troisième fois, donc un troisième renflouement, pour effectivement arriver à boucler ce programme. Mais c'est extrêmement difficile, l'objectif étant de laisser la Grèce à flot pour pouvoir continuer à rembourser. Ça veut dire que la Grèce continue de s'enfoncer? Totalement. Elle vient déjà d'une situation où c'était déjà difficile pour elle, mais malgré l'austérité, nous sommes passés en 2010 à 127% du PIB, de dette sur PIB, et nous sommes à l'heure actuelle à 185, ce qui prouve bien que l'austérité est totalement inefficace. Alors pourquoi la Grèce est le premier pays de la zone euro à connaître cette crise de l'euro? Tout simplement parce que la Grèce, c'est le maillon faible, c'est le pays le plus faible des 19 pays de la zone euro, l'Allemagne étant le plus puissant, et la structure de l'économie n'est pas adaptée à la monnaie forte qui a été imposée, notamment à l'époque, en début des années 2000, à la création de l'euro, notamment par l'Allemagne. Alors sur ce concept de monnaie forte, la nouveauté, c'est qu'on commence à entendre des voix qui émettent une petite musique différente. Oui. Effectivement, j'ai été très étonné la semaine dernière de voir la position du patron des centristes, très européiste d'ailleurs, M. Jean-Christophe Lagarde, qui effectivement est tout à fait sur la ligne et les pas de la position du Front National en matière d'euro. Si vous voulez, je peux vous le citer, c'est très intéressant. Donc voilà ce que dit M. Lagarde. Pour que la Grèce s'en sorte, elle a besoin de ne pas avoir une monnaie aussi forte que l'euro. Elle doit sortir de la zone euro pour pouvoir, avec une monnaie faible, retrouver de la compétitivité économique. Organisons la sortie amicale de la zone euro. Le Front National aurait pu signer des deux mains ce texte-là, mais pour la France. Et cette déclaration est faite par ceux qui veulent la plus grande intégration européenne, qui souhaitent les États-Unis d'Europe, si je me souviens bien, Jean Monnet. Oui, en quelque sorte, c'est comme si les États-Unis rejetaient par exemple le Wyoming comme État membre. Et donc on voit que c'est totalement fou et qu'il n'y a pas d'intégrité en réalité de la zone euro. Dans cette affaire, le FMI parle haut, fort, de manière intransigeante, mais cette institution, si ma mémoire est bonne, a bien piloté l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre depuis 5 ans en Grèce. C'est effectivement des prévisions du FMI tout à fait douteuses, puisqu'ils avaient prévu jusqu'en 2011 une diminution du PIB et après un rebond à partir de 2012. C'est exactement l'inverse qui s'est produit, puisque à partir de cette période-là, donc de l'application de la politique d'austérité, il y a eu un plongeon avec une chute de 25% du PIB, ce qui veut dire concrètement, économiquement, que la Grèce est en situation de dépression. Alors, je pèse mes mots, oui, de dépression. De dépression. Alors le FMI, Fonds monétaire international, partage une grande responsabilité dans cette crise. Oui, totalement. D'ailleurs, un des économistes américains, M. James Galbraith, dit la chose suivante. L'hypothèse s'est révélée fausse. L'ajustement effectué par la Grèce a abouti à une véritable catastrophe économique, mettant en lumière les prévisions les plus erronées qu'ait jamais formulées le FMI. Quel aveu. Jugement impitoyable. Absolument. Alors, en ce moment, au moment où nous parlons, l'Eurogroupe est en train de se réunir. À votre avis, on joue un peu aux prévisions, à votre avis, comment va se terminer cette affaire?
Alors, selon notre analyse économique technique, c'est que nous ne croyons pas à la solution de ce qu'on appelle le Grexit, donc la sortie de la Grèce de la zone euro. Ce serait pour nous la meilleure solution, puisqu'ils pourraient récupérer leur monnaie nationale, comme nous revendiquons d'ailleurs pour la France, et pouvoir reprendre la main sur leur économie et la refinancer. D'ailleurs, M. Moscovici, en parlant de l'euro, a parlé d'irréversibilité, ce qui veut dire quelque part que, en fait, pour les institutions européennes, c'est en quelque sorte un enjeu politique extrêmement important et qui ne pourront pas laisser la Grèce sortir de sa situation actuelle par une sortie de la zone euro. Donc, si vous voulez, les créanciers européens vont devoir supporter les pertes accusées par la Grèce. D'accord, on verra dans les heures qui suivent. Deuxième sujet de notre ordre du jour, notre tour économique. Au cours de notre dernier plateau, vous nous aviez indiqué que les europatriotes avaient réussi à bloquer un texte sur une fausse séparation bancaire. Nouveaux épisodes. Ah oui, alors ça, moi, démocratiquement, je suis outré parce que, en fait, en commission économique, ce texte-là avait été rejeté catégoriquement, bon, certes à quelques voix près, mais en tout cas, ça avait été acté en tant que tel. Mais le Conseil européen, qui est en quelque sorte le gouvernement européen, s'est réemparé du sujet. Et ce sont les technocrates qui ont repris la main et qui représentent un nouveau texte, encore plus faible, d'ailleurs encore plus laxiste que la première version. Alors justement, qu'il était déjà. Quelles sont les différences avec le texte que vous avez rejeté? Aucune, dans la réalité. On s'aperçoit que c'est repris dans l'ensemble, voire même avec un amoindrissement, hein, donc filialisation des activités à risque, création d'autorités de régulation en apparence, mais en réalité, rien n'a changé. En quoi le fait d'isoler les activités à risque, la spéculation sur les marchés, pourrait protéger les épargnants? Alors l'intérêt, si vous voulez, c'est que ce que nous préconisons, c'est une séparation carrément entre les banques, non pas entre les activités, car il ne faut pas rester dans le modèle qui a mené à la crise bancaire que nous connaissons, c'est-à-dire ce qu'on appelle la banque universelle. Donc, si vous voulez, même avec ce projet de loi, s'il devait passer, ça ne changerait absolument rien dans les faits. Les épargnants et les déposants ne seraient pas plus protégés qu'auparavant. Sur la filialisation, ça apporte quoi? Effectivement, il propose une filialisation, mais on est toujours sous l'égide d'une même maison, et donc les pertes seront enregistrées par les uns ou par les autres, ce sera strictement pareil. Et sur l'autorité de régulation censée surveiller les plus grands établissements? Bien écoutez, là si vous voulez, c'est les institutions qui se donnent en quelque sorte bonne conscience. On met en place un règlement pour quelque part mieux le contourner une fois en application. Moi je n'y crois pas. La meilleure preuve, c'est qu'il y a déjà une régulation qui est faite par la BCE, par les banques centrales nationales, et ça n'a pas empêché que depuis le début de l'année, 5 banques aient déjà fait faillite, même si les grands médias n'en parlent pas. Alors pourquoi cet empressement de la part du Conseil de remettre un texte? Bien, écoutez, l'idée c'est que derrière tout ça, il y a un lobby bancaire extrêmement puissant qui fait pression auprès des institutions que sont le Conseil européen, la Commission européenne, qui préparent des textes dans l'intérêt de les voter ultérieurement, en passant un petit peu de force. Mais rien ne sera résolu au niveau des bulles financières qui grossissent au sein des banques aujourd'hui. Et une fausse loi, ça permet de quoi? De se dédouaner à bon compte? Endormir le peuple, peut-être. La position du Front National sur ce sujet reste toujours la même? Toujours la même, une véritable scission, séparation entre les banques elles-mêmes et non pas les activités, dans l'objectif exclusivement, ce qui intéresse le Front National, c'est de sécuriser les déposants et les épargnants dans leurs banques actuelles. Merci Bernard Monod, député français du Parlement européen et membre du tout nouveau groupe l'Europe des Nations et des Libertés. Exactement. Félicitations pour votre groupe. Depuis une semaine, oui. On se retrouve bientôt, merci. Merci, au revoir.